Salut tout le monde et bienvenue sur Créativité, le podcast qui parle un peu de thé mais surtout de création. Je m'appelle Karel, dans la vie je suis dessinatrice, illustratrice, autrice de romans et je travaille depuis plus de 15 ans dans le cinéma d'animation. Mais vous me connaissez peut-être sous mon nom d'artiste ou de booktubeuse, Kodaleya. Sur Créativité, je vais vous parler de création dans l'écriture et le dessin, mes domaines de cœur. Ici, je vais aborder mes coups de boost, mais aussi mes coups de mou, mes retours d'expérience, mais mes aventures, mes peurs, mes angoisses, mes réflexions et mes expériences passées, actuelles et futures. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce podcast sur Instagram, sur le compte créativité.podcast, donc créativité, THE à la fin, et le tout sans accent. Mais ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez une bonne boisson chaude et bonne écoute. Hello tout le monde, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Nous en sommes au numéro 29 et aujourd'hui donc je vais vous faire l'épisode End of the Year Tag. C'est sans doute un tag que vous avez entendu si vous traînez autour de la sphère auteur et autrice sur Booktube, sur Instagram et aussi en podcast. Beaucoup l'ont fait et je me suis dit que je vais me prêter à cet exercice puisque à l'heure où j'enregistre, enfin le jour où j'enregistre, nous sommes le 26 décembre, donc quasiment à la fin de l'année. Donc je me suis dit que c'était parfait pour tirer un bilan de cette année en écriture, mais pas que. Alors ça fait un petit bout de temps que j'ai entendu parler de ce tag. Je pense que la première fois que j'ai entendu parler, c'était sur Scriptura, donc un podcast sur l'écriture de Liz Chrysler. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et dans les notes de cet épisode. Mais elle avait déjà tiré de la vidéo de About Estelle ou de Alice Posier. Je ne sais plus. En tout cas, je vous mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode. Mais voilà, ça faisait bien un bon mois que j'avais entendu parler de ce tag. J'ai trouvé vraiment très cool. Et entre-temps, évidemment, tout le monde l'a fait. Donc je vais me rajouter à cette petite locomotive et on va essayer de tirer une espèce de bilan et de portrait de ce qu'on a fait en 2023, donc que ce soit donc comme je vous disais dans l'écriture mais pas que, puisque je vais parler aussi de mon année dessin, en profiter en tout cas de ce tag pour vous parler de mon année dessin et puis pourquoi pas un petit peu du podcast. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler du thé que j'ai bu et que je suis en train de boire. Il s'agit du thé La Reine de Saba, donc c'est toujours les pêches abricotées qui font bien. Je crois que celui-ci vient du Palais des Thés et il est vraiment très bon. C'est typiquement en fait le thé que je buvais quand j'allais au Chocolat d'Édouard. Donc c'est le thé qui pour moi dans mon cerveau est lié au roman que j'écris et à ce moment, cette petite parenthèse du dimanche matin, donc qui est les Chocolats d'Édouard. Donc voilà, un thé que je recommande fortement pour ceux qui aiment évidemment les thés fruités, on va dire, et notamment ceux à la pêche et à l'abricot. Alors la première question de ce tag, il s'agit de faire le bilan général de 2023. Alors 2023 a été l'année, en tout cas au niveau écriture, des corrections de l'Oiseau de Feu, puisque j'avais justement terminé le premier jet à la fin de l'année 2022 et j'entamais la relecture, je crois, pendant les vacances de Noël de l'année dernière. Donc j'ai vraiment entamé 2023 et je pense que 2023 en entier aura été l'année des réécritures et des corrections de l'Oiseau de Feu. Donc là, à l'heure où je vous parle, donc comme je vous disais, le 26 décembre, il me reste, si je compte bien, 3 chapitres à corriger, plus l'épilogue. Donc il me reste 4 gros chapitres, on va dire, à corriger et j'aurais fait vraiment le plus gros du travail. J'ai réussi à descendre, à vraiment réduire mon nombre de mots et je pense que je serai prête. Alors j'attends encore quelques retours de bêta lectrices et aussi de lectrices sensibles, mais l'objectif c'est d'envoyer le manuscrit. Donc comme je vous avais dit peut-être dans un épisode précédent ou peut-être je pense que j'en ai plus parlé sur les vlogs, donc évidemment je vous renvoie vers ma chaîne YouTube, d'envoyer donc le manuscrit de l'Oiseau de Feu, notamment au concours de Big Bang, donc qui propose un concours de manuscrits young adult et dans lequel je pense que l'Oiseau de Feu se place bien, on va dire. En tout cas, il correspond bien aux critères, en tout cas des manuscrits qui sont demandés. Et donc c'est pour ça que là je mets vraiment les bouchées doubles pour terminer les corrections une bonne fois pour toutes. Alors l'année 2023 a aussi été l'année de la planification de Versipellis, en tout cas de la suite de Versipellis, donc le tome 2 qui était déjà bien entamé, mais il me manquait quand même pas mal de choses, et aussi la mise en place des axes principaux des tomes 3 et 4. Donc ça, c'est encore en train d'être peaufiné, on va dire, mais donc j'ai commencé à travailler, que ce soit avec Luki, qui m'a aidé à brainstormer sur la suite, que ce soit avec les cartes que j'ai commencé à refaire aussi, parce qu'elle a commencé un petit peu à dater, elle avait bien une bonne dizaine d'années, et j'avais besoin d'aller plus en profondeur, notamment sur tout l'aspect politique, notamment du royaume de Galice, là où va se passer
c'est l'essentiel de mon roman, de savoir exactement quelles sont les forces politiques en puissance pour justement dérouler en fait les intrigues politiques qui vont être le nœud du problème dans les intrigues, notamment du tome 2 et 3. Voilà, ça on a commencé à faire, ça commence à être un petit peu plus clair dans mon esprit, mais il y a encore un petit peu de taf là-dedans. Alors l'année 2023 a aussi été l'année où j'ai créé les espaces notions pour Versipellis et pour Skulls and Crossbones. Donc c'est un autre projet qui a un petit peu popé dans mon esprit. Oui et non, puisque Skulls and Crossbones a été un projet que je traîne depuis quelques temps, puisque c'est tiré d'un univers de jeu de rôle d'un ami à moi et c'est un univers que j'adore. Si je pense que j'en ai parlé ici dans l'épisode où je vous parlais de mes projets d'écriture en cours, et donc comme je découvrais Notion l'année dernière, là j'ai décidé de créer carrément un espace dédié à ça, donc dans lequel je pouvais faire mes brainstorming, mes fiches perso, etc. Où j'ai déjà fait une espèce de mood board de Skulls and Crossbones et aussi de Versipellis d'ailleurs. Voilà, pour avoir un espace Notion qui sont dédiés à ces univers et tout ça, et pas, si vous voulez, mélanger à mon Notion, on va dire, personnelle avec ma to-do list, avec tout ce que je suis en train de lire, ma bibliothèque, etc. J'aime bien séparer les choses. Et donc j'ai créé des espaces Notion vierges, on va dire, que je peux du coup appliquer à n'importe lequel de mes projets d'écriture. Alors ça, c'était pour l'écriture. Qu'en est-il du dessin et du podcast ? Alors j'ai déjà commencé par le podcast. Donc le podcast a été créé en février. En tout cas, les premiers épisodes ont commencé à sortir je pense que c'était le 15 février. Alors j'ai commencé avec 2 épisodes par mois, plus un épisode sur Patreon, un épisode exclusif Patreon. Puis je crois que c'était au mois d'avril où j'étais contente de moi et j'avais beaucoup d'idées de podcast. Et je me suis dit que je vais passer à la fréquence de 1 épisode par semaine, plus toujours l'épisode exclusif à Patreon. Et là, je me suis un petit peu brûlé les ailes, pour être honnête, parce que je me suis rendu compte que c'était un rythme de travail que je ne pouvais pas soutenir avec tous les autres trucs que je faisais à côté, parce que c'était juste trop de boulot. Donc je suis revenue après les vacances de l'été, je suis revenue à un épisode toutes les 2 semaines, et je pense que c'est un rythme qui me convient bien. Maintenant, comme j'avais expliqué à mon retour d'été, que c'est un rythme qui me convient bien, mais il me permet pas forcément de coller à mon actualité directe, on va dire, parce que ces épisodes-là sont souvent enregistrés bien en avance et souvent sortent 2 ou 3 semaines après l'avoir enregistré. Et donc c'est un petit peu difficile de coller à l'actualité du moment en écriture ou en dessin, etc. Donc à ce niveau-là, j'avais décidé notamment en écriture, de continuer les vlogs d'écriture. D'ailleurs, j'y pense, mais il faut que je monte un vlog, le dernier vlog d'écriture que j'ai fait. Et je pense que j'ai bien 20 ou 30 minutes de vlog à monter là. Donc voilà, le podcast continue son cours. C'est un exercice que j'aime beaucoup. Je pense que je l'aime beaucoup plus que YouTube, pour être honnête, parce que tout le côté montage vidéo, voilà, je suis un peu flemmarde à ce niveau-là, et commencer à faire des montages de fifou avec des vidéos d'illustration, etc., c'est pas trop ma cam, j'ai pas le temps de faire tout ça. Donc voilà, je préfère rester dans les vlogs, en tout cas pour l'écriture, et le reste, voilà, en podcast c'est pas mal. Alors côté dessin, c'est là où le bas blesse, parce que là ça a été vraiment la cata. Cette année a été vraiment très difficile au niveau du dessin, parce que je pense que 2022 a été l'année où je me suis vraiment consacrée à faire ce portfolio des 3 mousquetaires version Star Wars. C'était un portfolio qui me tenait vraiment à cœur, puisque c'était un exercice personnel et c'était un portfolio que je voulais en fait présenter à Lucasfilm, à Disney Lucasfilm, pourquoi pas, s'il vous plaît, je dessine du Star Wars, regardez, je fais des trucs cool, embauchez-moi. Bon. Au final, ça a été un projet, alors que je ne regrette pas du tout, ça a été vraiment hyper formateur. J'ai fait plein de choses que j'ai adorées, et ça a été un très long projet, d'ailleurs qui est à la fois fini et pas fini, puisqu'il y a plein d'autres personnages des 3 mousquetaires qui seraient intéressants à faire dans l'univers de Star Wars, mais c'est aussi un projet qui m'a drainé littéralement entièrement au niveau créativité, en tout cas au niveau dessin, et je pense que c'est à cause de ça que j'ai vraiment à peine dessiné cette année. Je m'en suis rendu compte vraiment assez douloureusement quand j'ai fait le Art versus Artist donc 2023. En fait, sur Instagram, il y a ce truc-là qui sort chaque année, donc le Art versus Artist, où en fait on met autour de notre photo, on fait une espèce de composition, si vous voulez, avec vos meilleurs dessins de l'année autour de votre photo à vous. D'ailleurs, je pense que j'en parlais à ce moment-là avec Margot de Seine pendant son interview, mais c'est là aussi qu'on se rend compte que, par exemple, souvent les dessinateurs et dessinatrices ressemblent à leurs dessins.
ou l'inverse d'ailleurs, leur dessin ressemble aux dessinateurs et dessinatrices. Bref, ça c'était une petite parenthèse, mais justement quand j'ai créé ce petit art versus artiste, je me suis rendu compte que j'avais très très peu de dessins à mettre dedans et les 3/4 étaient des croquis. Ça a été une année où j'ai très peu dessiné, en tout cas j'ai vraiment très très peu fait de dessins terminés. Je pense que j'en ai 3 ou 4, j'en ai vraiment moins que les doigts d'une main. J'ai fait beaucoup de croquis, je pense notamment au personnage d'Absolu de Margot de Seine, mais pas que. Dernièrement j'ai aussi dessiné les personnages de la Caverne de la Rose d'Or ou des personnages de la Momie aussi j'ai fait cette année, ou des personnages de Lady Hawk, mais je n'ai jamais été beaucoup plus loin. Et en plus de ça, si vous voulez, c'est que j'ai encore aussi fait du Star Wars puisque j'ai participé à QC, donc à la convention Star Wars et science-fiction, où il fallait donc que je fasse des goodies que je puisse vendre sur place. Et toute la première partie de l'année 2023 a été vraiment consacrée à donc l'élaboration de ces goodies, et c'est tout en fait. Donc j'ai vraiment fait peut-être un trop plein de Star Wars, une overdose peut-être, avec le portfolio des 3 mousquetaires et là le début de l'année. Et en fait, mon dessin et ma fréquence de dessin s'est vraiment effondrée après le mois de mai. J'ai littéralement rien dessiné sur mon sketchbook depuis le mois de mai. Je crois que j'avais noté la date dessus. Je pense que c'était le 26 ou 28 mai, quelque chose comme ça. Et en fait, je n'ai rien dessiné depuis dessus. Pour tout vous dire, c'était vraiment le hard block de la mort parce que le nombre de fois où j'ai ouvert mon sketchbook, j'ai ouvert Photoshop, j'ai ouvert Procreate cette année, je n'y ai quasiment pas touché. J'ai pas un seul dessin, de nouveau en tout cas dans Procreate. Tout simplement, j'ouvrais le truc et en fait, il y a rien qui venait, il y a vraiment rien. L'envie était là, mais je sentais une résistance de ces morts que je n'arrivais pas à dépasser. Et ça devenait limite douloureux et difficile en tant qu'artiste de ne pas réussir à dessiner, quoi. J'en suis venue carrément en fait à finir par scroller sur Pinterest, à remplir les tableaux et les dossiers de Pinterest parce qu'en fait je n'arrivais pas à dessiner. À chaque fois que je trouvais quelque chose qui potentiellement pouvait se transformer en dessin, et c'était limite physiquement difficile de prendre un crayon et de dessiner. Mais je sais pas si vous vous rendez compte de se dire que en fait là je dessine et ça me fait mal physiquement et mentalement et moralement, et j'y arrive pas, quoi. En tant que dessinatrice, parce que c'est mon métier, je travaille dans le dessin animé, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à accepter quelque part, même si je dessine au travail, c'est encore différent parce que c'est pas du dessin pour soi, c'est pas du dessin plaisir, c'est du dessin travail, même si on y prend du plaisir, mais c'est différent. Et là, en fait, il y avait rien. C'est comme si vous mangez des choses et tout ce que vous mangez, ça a un goût de terre, quoi. Peut-être que ça vous remplit le ventre, mais vous appréciez pas ce que vous mangez. C'est un petit peu le même principe. Voilà. Donc ça, c'était le très long bilan de l'année 2023, en espérant que l'année prochaine sera un peu meilleure. Je passe à la deuxième question plutôt de ce tag, qui est quelle scène, livre, personnage as-tu préféré écrire ? Alors comme je vous disais, comme cette année ça a été beaucoup plus de la réécriture, c'était peut-être un petit peu différent, donc j'ai pas fait de premier jet, mais évidemment ça a été vraiment centré sur l'oiseau de feu cette année, et ce sont mes 2 héroïnes, Lauriane et Agathe, que j'ai vraiment adoré. J'adore et leurs interactions et leur caractère en fait à chacune, et ce sont vraiment des personnages que j'ai vraiment adoré écrire. En fait je me rends compte que tous les personnages de l'oiseau de feu, j'adore les écrire, même les méchants, même les peaux de vache qui sont dedans. Et encore plus que ça, je trouve que j'avais aussi beaucoup plus de plaisir à écrire. En fait, il y a des personnages dans l'oiseau de feu qui sont en fait, comment dire ça de façon polie. Il y a des méchants donc dans ce roman l'oiseau de feu qui sont en fait tirés de personnes. En tout cas, ils sont inspirés de personnes qui m'ont fait beaucoup de mal dans le passé, et en fait, les écrire, alors, ils sont pas exactement tels quels, évidemment, dans ce roman, je les nomme pas, ils s'appellent pas pareil, etc., mais ils sont vraiment inspirés de ces personnes-là, et ça a été vraiment un plaisir jubilatoire de les écrire et de voir qu'en fait, ils se font poutrer la tronche, ils ont un petit peu la monnaie de leur pièce qu'ils n'ont pas eu dans la vraie vie, si vous voulez. Et je pense que ce sont aussi ces personnages-là que j'ai vraiment adoré écrire parce que, ça avait un côté un peu cathartique qui moi m'a fait du bien. La troisième question, donc, c'est ton plus grand accomplissement. Je pense que j'ai été vraiment
contente d'une part de terminer ce manuscrit beaucoup plus vite que Versipellis. Pour la petite histoire, le premier tome de Versipellis m'a quasiment pris 20 ans à écrire, vraiment de A à Z. Vraiment, à partir du moment où j'ai eu les premières idées et le moment où le manuscrit était terminé, il s'est quasiment passé entre 19 et 20 ans. Même si l'écriture même du premier tome m'a plutôt pris, on va dire, entre 8 à 10 ans. Celui-ci, en fait, vraiment, les premiers brainstorming d'idées, au moment où, là, je vais mettre un point final au manuscrit, ça aura pris 3 ans et demi, grosso modo. Donc, il y a de l'amélioration. On n'y est pas encore parce que vraiment mon but c'est d'écrire aussi un petit peu plus vite que ça évidemment, mais compte tenu de mon boulot à temps plein qui est à côté, le fait que je dessine à côté aussi, que je fais plein d'autres choses, que je fais justement ce podcast etc. On n'a que 24 heures dans la journée donc forcément c'est juste pas possible. Mais voilà, terminer ce manuscrit beaucoup plus vite a été vraiment un accomplissement. Et là aussi où j'ai été très contente, c'était aussi d'avancer sur la planification de la suite de Versipellis. Je vous renvoie vers l'épisode, je crois que c'est l'épisode 9 de créativité où je parle de peut-être d'abandonner Versipellis parce que je ne savais pas si j'allais avoir les épaules pour retravailler dessus parce que j'avais passé littéralement 20 ans de ma vie dessus et est-ce que j'allais avoir aussi les épaules pour réécrire le premier tome s'il y en avait besoin. Je pense qu'au moment où j'ai enregistré l'épisode, c'était juste pas possible, c'était quelque chose que j'arrivais pas à concevoir. Maintenant, après avoir travaillé sur la planification de la suite, où j'ai une vision un peu plus claire de ce que je veux faire par la suite, ça me paraît un petit peu moins flippant. Donc même si je pense que je ne réécrirai pas l'entièreté, mais en tout cas je vois déjà des pistes d'amélioration qui pourraient vraiment être renforcées si vous voulez le projet. Et voilà, si c'est pour le renforcer, c'est quelque chose qui me parle. Donc voilà, ça c'est peut-être mes 2 plus gros accomplissements en tout cas en matière d'écriture. Et là, mon plus gros accomplissement en matière de dessin, je pense que ça a été le fait de présenter mon portfolio Star Wars à la célébration Star Wars, qui est la plus grosse convention du monde Star Wars, donc qui a eu lieu cette année à Londres au mois d'avril. Donc j'ai emmené mon petit portfolio et je l'ai montré donc à des... Alors c'était pas vraiment des recruteurs de Lucasfilm, en tout cas c'était des gens qui travaillaient chez Lucasfilm. Ils faisaient un portfolio review qui était vraiment très cool. Et donc j'ai pu montrer ce que j'avais fait et j'ai eu vraiment que des bons retours et que des compliments. Donc ça c'était aussi, j'avoue, assez agréable, surtout compte tenu du temps que j'ai passé dessus. Et ça c'était vraiment très très cool. Et aussi le fait que, alors ça a été vraiment un exercice très très long aussi pour moi, c'était de le poster sur internet. Alors là vous vous dites mais bon, c'est pas non plus compliqué, hein, mais en fait le fait de le poster officiellement sur internet, sur mon site internet, sur Instagram, ça fait en fait vraiment très très peu de temps que je l'ai posté sur LinkedIn aussi. En fait, le poster sur les réseaux sociaux là comme ça, c'était quelque part lui donner, c'est comme le lancer dans le vrai monde si vous voulez, c'était lui permettre de se faire voir par le monde entier si vous voulez, et d'un seul coup ça le rendait réel et pas juste confidentiel juste pour moi et les personnes qui m'avaient suivi pendant 1 an sur Twitch. D'un seul coup il y a potentiellement des gens de Lucasfilm qui peuvent le voir, donc alors, vous me direz c'est exactement ce pourquoi tu l'as fait, mais d'un seul coup ça le rend encore plus palpable si vous voulez et encore plus effrayant du coup parce que d'un seul coup il sort de chez vous et vous le présentez au monde quoi, donc c'est à la fois excitant et extrêmement effrayant. Donc bon voilà, maintenant les dés sont jetés, on verra, ça se trouve ça ne donnera rien du tout. Voilà, maintenant ça c'est fait et je ne l'ai plus dans un coin de ma tête. Et surtout ce qui m'avait vraiment mu en fait dans cette expérience, c'est que jusqu'à maintenant je me suis toujours dit ça sert à rien de faire un portfolio et de leur présenter des choses parce que en fait ils ont tout ce qu'il faut. Tu n'es qui? C'est le syndrome de l'imposteur qui parle. Tu es qui pour proposer des trucs à Lucasfilm et Disney alors qu'ils ont tous les talents du monde chez eux? Qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent avec tes dessins? T'es pas au niveau. Et pour moi c'était aussi se battre contre ces idées un peu néfastes. Au moins je peux dire que je l'ai fait. Peut-être que ça n'aura aucune incidence, ça aura une issue on va dire, mais je l'aurais fait et je n'aurais pas de regret de ne pas l'avoir fait. Et tant pis, voilà, je peux avancer et ne plus garder ce et si tu l'avais fait, si tu l'avais envoyé dans un coin de ma tête. Ça c'est fait, on passe à la suite. Alors la prochaine question, c'est mon plus gros défi que j'ai relevé. 2023, du coup, c'est un petit peu compliqué niveau dessin puisque comme je vous disais, je sortais de ce
ce portfolio et le plus gros défi que j'ai relevé en 2023, finalement, c'est essayer de sortir de ce hard block que je pense que j'ai pas encore réussi à sortir. C'est encore le défi dans lequel je suis. Et côté écriture, pour moi, c'était vraiment terminer le manuscrit de l'Oiseau de Feu parce que, écoutez, le temps tourne, les aiguilles tournent et il va falloir mettre un point final pour pouvoir le soumettre parce que c'est un manuscrit auquel je crois beaucoup. Je pense qu'il a ses chances. C'est un manuscrit que j'aime beaucoup aussi. J'adore ces personnages, j'adore les intrigues, j'adore l'univers, etc. Et je trouve que ça pourrait être un roman très très cool à lire pour n'importe qui. Voilà, terminer ce manuscrit, ça a été, je pense, mon plus gros défi cette année. En sachant que, pour comparaison, les corrections de Versipellis avaient pris 3 ans en tout pour le faire. Voilà, donc là, une seule année pour le terminer, il y a quand même du mieux et ça, c'est plutôt cool. Ensuite, les chansons principales de ta playlist d'écriture. Alors, pour l'Oiseau de Feu, ça a pas mal changé. J'ai pas mal changé parce que j'ai eu besoin peut-être d'ambiances différentes au fur et à mesure de l'écriture. Il faut savoir qu'en termes de playlist d'écriture, moi, je n'ai pas, si vous voulez, des playlists vraiment attitrées à tel ou tel roman. Par exemple, j'ai mon roman de fantasy, roman Versipellis. J'ai pas réussi à faire les playlists d'écriture en tout cas pour chacun des romans. Par contre, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est les playlists, on va dire, ambiance, environnementale. J'ai beaucoup écouté une playlist qui s'appelle La Belle Époque. Je vous mettrai les liens dans les notes de cet épisode. La Belle Époque, évidemment, pour l'Oiseau de Feu. Donc, c'est que des chansons de fin 19e siècle, je pense début 20e. Donc, un peu d'opéra ou d'opérette, ce genre de choses. Il y a aussi une musique que j'ai énormément écoutée, mais en boucle, littéralement, c'est la vidéo Murder on the Orient Express. Je pense aussi que j'en avais parlé dans un épisode précédent sur l'Oiseau de Feu. Mais vous savez, c'est en fait une vidéo qui mêle en fait une espèce de musique un peu d'ambiance avec les musiques de train, vous savez, les musiques de rail, etc. Pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Et voilà, donc c'est plus des vidéos, voilà, vous savez, d'orage ou de pluie qui tombe sur la fenêtre, ce genre de choses. Et dernièrement, j'ai découvert les vidéos de Dark Academia. Alors je crois, c'est la chaîne qui s'appelle Captivator. Et c'est des vidéos qui durent 10 heures. Donc vous avez comme ça de la musique au piano, très douce, très mélancolique, etc. Alors malheureusement, le point négatif, c'est que vous avez, des mouvements ou des chansons qui reviennent assez régulièrement. Donc ça peut être assez redondant quand vous écoutez ça régulièrement. Mais moi, ce sont des vidéos et des chansons que j'écoute en fait très 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 souvent quand j'écris, donc ça me permet de me mettre dans ma bulle, mais c'est pas vraiment une playlist d'écriture, une playlist d'un roman si vous voulez, c'est plus une playlist d'ambiance pour me mettre à écrire. Alors next question, donc une scène, un livre ou un personnage qui t'a étonné. Alors, dans l'Oiseau de Feu, un personnage qui m'a étonné, d'ailleurs il m'a fait beaucoup rire quand je l'ai lu dans la relecture, il a un peu changé aussi au fur et à mesure des réécritures. C'est un personnage, quand vous le lirez, vous penserez à moi, donc c'est le personnage du garde du corps de la tante d'une des personnages principales. Alors là, comme ça, vous allez me dire quoi. Donc c'est Wilfrid, qui est un personnage un peu, une grosse armoire à glace, qui est un peu l'homme de main à tout faire de la tante d'une des personnages principales. Et en fait, ce qui m'avait fait beaucoup rire, c'est que en relisant mon roman, avant de me mettre à corriger le roman, c'est que je me suis rendu compte qu'il parlait au début et puis après, pendant que je l'écrivais, dans ma tête, c'était devenu un personnage muet et qui, en fait, à la fin, le fait qu'il se mette à parler, ça faisait un choc, si vous voulez, au personnage principal. Et donc, je redécouvrais en relisant que je le faisais parler au début et ça m'a choqué parce que pour moi, dans ma tête, au bout d'un moment, Wilfrid, c'était juste une espèce de grosse silhouette, une grosse brute qui ne parlait pas, et ça m'a fait beaucoup rire en fait quand je me suis rendu compte que pas du tout, au début du roman, il était pas du tout comme ça, et à la fin du roman, enfin j'avais vraiment switché en plein milieu, je sais pas pourquoi, et j'avais complètement oublié que je l'avais fait parler au début. Bref, et c'est un personnage qui dans les corrections a encore changé, et notamment il s'est beaucoup plus étoffé par rapport à la première version que j'avais fait. Il s'est beaucoup plus lié avec l'une des personnages principales, et du coup c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié de voir son évolution et de voir comment il avait évolué. Et voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. De toute façon, dans l'Oiseau de Feu, pour être honnête, il y a très très peu de personnages que j'aime pas. Même mes peaux de vache et même mes méchants, je les adore. Donc voilà. Alors ensuite, la question, celles et ceux qui t'ont inspiré et motivé cette année. Oh là là, alors il y a beaucoup de monde. Évidemment, il y a ma writing buddy, ma copinette d'écriture, Floriane. Si tu m'entends, je t'embrasse très fort. Floriane a été mon rock, mon cap, ma péninsule cette année d'écriture. C'est donc Floriane Soulas, l'autrice de Tonnerre après les ruines notamment, et puis plein d'autres romans que
j'ai adoré. D'ailleurs, je suis en train de lire Tonnerre, donc voilà. On se parle tous les jours, on s'encourage tous les jours, on essaie de parler de nos avancements, de nos difficultés. Elle m'a beaucoup aidée aussi quand j'avais des problèmes, des nœuds, quand j'arrivais pas à avancer, etc. Elle m'a permis des fois de voir les choses de manière différente. Non seulement c'est une copine géniale, c'est une fille géniale, mais en plus, copinette, un binôme d'écriture, elle est vraiment hyper précieuse. Donc merci beaucoup Floriane. Évidemment, il y a aussi Amandine, qui est une autre de mes bêta-lectrices avec qui j'ai beaucoup discuté. On s'est rencontrés par le biais du Flimi, donc le Discord du Flimi à l'époque. Elle a été celle aussi qui a bêta-lu Versipellis. Elle est celle qui est en train de bêta-lire aussi donc L'Oiseau de Feu. Donc c'est une de mes amies et de mes copinettes d'écriture aussi très précieuses. Et voilà, elle m'a aussi beaucoup aidée à garder le cap et à rester focus là-dessus et de pas baisser les bras, est vraiment très importante pour moi. Et évidemment, il y a la communauté de la Chaumière qui m'a aussi beaucoup aidée. Donc la Chaumière avec qui je suis partie en retraite d'écriture, avec qui j'ai partagé aussi sur Discord vraiment beaucoup toutes mes avancées, quand j'avais des doutes, quand j'avais des questions, etc. Elles sont toujours là pour donner des conseils, etc. Je pense notamment à Salima qui a aidé notamment sur le dossier de soumission que j'ai préparé pour la suite, parce que c'est toujours un truc aussi, il faut y penser, préparer le synopsis de votre roman et puis pour qu'il soit prêt à être envoyé ensuite quand vous soumettez le manuscrit. Donc merci Salima, merci pour ton aide. Merci aussi évidemment à Laura qui m'a aidé pour justement pareil le dossier de soumission et aussi pour l'espèce de couverture que j'ai créée il y a pas longtemps qui me projette dans ce que ça pourrait être. Donc voilà, donc merci à toutes celles et ceux qui m'ont motivé cette année. Vous êtes comme je disais des gens très précieux et qui me tiraient en avant et vous ne pouvez pas savoir à quel point vous êtes super important dans le cheminement d'une autrice comme moi, quoi. Alors, une période difficile que tu as traversée cette année en rapport avec l'écriture, bien sûr. Alors, en rapport avec l'écriture, c'est cet été où il a fallu que j'attende le retour des bêta-lectrices. Je pense que j'en ai parlé surtout en vlog. Bon, pareil, je vous renvoie vers les vlogs. Mais en fait, j'avais terminé la première passe de réécriture, je pense que c'était fin juin. J'ai envoyé donc le roman à bêta lire pendant tout l'été. Je pensais que 2 mois, c'était suffisant. Et au final, en fait, il y a pas mal de gens qui ont pris du retard. Évidemment, ce sont des bêta-lectrices bénévoles qui prennent sur leur temps pour faire ça. Ce sont pas des bêta-lecteurs, des bêta-lectrices, professionnelles et que je paye. Là, je ne pouvais pas me permettre de leur demander pour telle date, etc. Donc, évidemment, je me plie à leurs emplois du temps et à leurs desiderata, forcément, c'est normal. Mais j'avoue que l'attente des bêta-lecteurs et des retours de bêta-lecture a été très très frustrant parce que ça a duré jusqu'à facilement la mi-octobre. Je pense que j'ai décidé de faire ma 2e passe de réécriture à partir de la mi-octobre parce que ça fait juillet, août, septembre. Et là, mi-octobre, donc ça faisait 3 mois et demi que je faisais du surplace, que j'avais l'impression que la date de fin de ce manuscrit reculait de plus en plus, et c'est quelque chose qui me faisait peur parce que comme je vous disais, comme j'ai passé des années littéralement à faire Versipellis, j'avais vraiment dans l'idée que celui-ci devait être plus rapide parce que je m'en sortais mieux, parce que j'étais mieux organisée, parce que je voyais beaucoup plus où est-ce que j'allais, parce qu'il était mieux planifié aussi. Et donc, en fait, de voir que l'avancée de ce manuscrit ne dépendait pas de moi et dépendait en fait des emplois du temps et de la vie quotidienne de gens sur lesquels j'avais pas de prise, c'était angoissant en fait. Et ça a été difficile. Je suis revenue vers certains en leur faisant bonjour, excusez-moi, mais juste où est-ce que tu en es? Est-ce que tu penses que tu auras fini, etc. Vraiment pas pour leur mettre la pression, mais juste pour moi, pour savoir qu'est-ce que je pouvais attendre pour réussir à m'organiser pour la suite. C'était ces moments-là qui étaient vraiment très difficiles à gérer pour moi en tant qu'autrice et qu'il a fallu aussi que je contourne. Et je pense que les bêta-lectures, fallait que j'accepte que toutes les bêta-lectures que j'envoyais, toutes n'allaient pas revenir en fait. Et que c'était normal parce que les gens disent oui à un moment, mais au bout d'un moment ne peuvent changer ou d'avis ou ne plus avoir le temps, ce qui est tout à fait normal, ça peut arriver. Mais ce côté où si on me disait pas clairement, écoute, je suis vraiment désolée, je t'ai dit oui, mais là c'est vraiment pas possible, je suis 1000 fois désolée, et c'est tout, j'aurais fait, écoute, je comprends complètement, et ce que je comprends complètement que ça puisse arriver, mais juste savoir où j'en étais, quoi. Et je pense que c'est cette incertitude qui était vraiment hyper angoissante. Donc ça, c'était vraiment la période la plus difficile pour moi. Heureusement, j'ai réussi un petit peu à oublier cette angoisse-là en me concentrant sur Versipellis, mais il y avait toujours dans un coin de ma tête ce truc-là qui me faisait un petit peu peur. Et évidemment, la période difficile, j'en ai parlé tout à l'heure, mais le dessin, ça a été vraiment toute l'année, et notamment, je pense, après le mois de mai, jusqu'à la fin de cette
cette année. Ça a été extrêmement difficile pour tout. Et j'avoue que j'espère que l'année prochaine, ça va un petit peu se soigner. Je m'y applique, justement, à essayer de retrouver le goût du dessin pour moi. Et sans attente, sans pression, sans rien du tout. Juste retrouver le plaisir de dessiner qu'on avait perdu jusqu'à maintenant, quoi. Et ça peut prendre du temps, malheureusement. Et voilà. Alors, next question, la plus belle critique. Alors, évidemment, je pense que les plus belles critiques, c'est de voir les retours des bêta-lecteurs et des bêta-lectrices qui apprécient leur lecture et en fait de voir des fois les questions qui se posent ou les réflexions qui se font par rapport à des personnages, genre « Oh, tiens, lui, je le sens pas » ou enfin voilà, ce genre de choses. C'est hyper jouissif, je dois avouer. Et sinon, il y a eu... absolument rien à voir, mais c'est un commentaire sur Wattpad. Alors, il faut savoir que je reçois peut-être un commentaire sur Wattpad, en sachant que j'ai posté sur Wattpad il y a des années, je ne poste plus sur Wattpad, mais j'ai notamment posté une fanfiction que j'avais écrite en 2018, fanfiction de la série Grimm, que vraiment j'adore. Pour moi, c'est en fait un des romans que j'ai écrit dans ma carrière, entre guillemets, puisque ça fait l'équivalent d'un petit roman, mais j'avais mis beaucoup de moi là-dedans, j'avais beaucoup aussi de rigueur dans l'écriture de cette fanfic dans laquelle j'avais pris beaucoup de plaisir à écrire. Et en fait, là, j'ai reçu, il n'y a pas si longtemps que ça, ce commentaire qui disait « L'histoire est exceptionnellement bien écrite, c'est prenant, félicitations ». Et rien que ça, j'avoue que ça fait super plaisir, d'autant que, comme je vous disais, ça fait... maintenant 5 ans, je pense qu'elle est terminée et postée. Et de recevoir 5 ans après un petit commentaire de quelqu'un qui a tout lu et qui a apprécié et qui vous dit ça, ça fait vraiment chaud au cœur parce que c'était une petite fanfiction. Je suis personne en plus sur Wattpad, donc ça fait plaisir. Alors, je ne sais plus où est-ce qu'on est, la 9e ou 10e question. Mon nouveau personnage préféré. Oh là là, c'est compliqué, parce que, comme je vous disais, comme c'était des corrections cette année, il n'y a pas vraiment de nouveaux personnages, surtout que je les aime tous. C'est tous mes bébés, je les aime tous dans l'oiseau de feu. Je dirais peut-être un personnage que j'ai un peu redécouvert, c'est peut-être June dans Versipellis, puisque j'ai un petit peu commencé à planifier la suite. Et donc June, c'est un des personnages un personnage principal de Versipellis. Elle va avoir notamment beaucoup de choses qui vont lui arriver dans les tomes 2, 3 et 4. Et c'est un peu un personnage que je redécouvre et que j'approfondis et que je retombe amoureux de ce personnage-là, qui est mon petit bébé. J'ai très très hâte de la remettre en scène. Alors, une chose que tu as appris cette année en rapport avec l'écriture, toujours, je pense que j'ai appris qu'il faut lâcher prise. Comme je vous disais, petite période difficile avec cette année, avec l'été et l'attente des retours de bêta lecture. Lâcher prise sur les choses qu'on ne peut pas contrôler. Et je pense que c'est la chose la plus importante que j'ai appris cette année. Et je pense que ce que j'ai aussi appris cette année, c'est essayer de communiquer autour de mon roman. C'est ce que j'ai fait là, ce que je suis en train de faire aussi un petit peu. Autour des podcasts, autour de mes posts sur Instagram qui sont peut-être un poil trop peu. J'avais commencé à faire des bilans tous les mois, mais je crois qu'après un seul bilan au mois de février, j'ai arrêté. Mais voilà, c'est aussi un truc que je continue à apprendre de faire. De communiquer autour de mes romans, comme ça, pour essayer de donner envie de découvrir l'histoire, de faire des moodboards, de faire ce genre de choses. C'est quelque chose, en fait, en plus auquel j'ai pris beaucoup de plaisir. C'est très ludique, en fait, à faire. Et essayer de trouver le juste milieu entre se faire plaisir, raconter des trucs juste pour donner envie, parler de ce qu'on a fait et ne pas non plus emmerder les gens. Je pense que c'est la question qu'on se pose quand on essaie de communiquer et de faire, entre guillemets, du marketing autour de ce qu'on fait. C'est du marketing, mais j'ai un peu du mal à le considérer comme du marketing. Mais juste apprendre à parler de ce qu'on fait, ne pas avoir honte de le faire et juste s'éclater là-dedans et se faire plaisir et un peu désacraliser, dégoupiller ce truc-là qui peut faire peur et qui peut aussi paralyser, on va dire. Et dernière question, tes objectifs pour l'année prochaine. Alors, c'est une bonne question parce que idéalement, ce que je comptais faire, c'était envoyer mes manuscrits en soumission. Ça, c'est vraiment la première chose que je vais faire dès que j'aurai terminé. Maintenant, sur quoi je vais travailler après, c'est toujours une bonne question parce que est-ce que je retournerai sur Versipellis? C'est ce que j'ai commencé à faire avec la planification que j'ai commencé à travailler.
Ou alors, est-ce que je ne retournerai pas sur un autre one-shot? Est-ce que je ne commencerai pas à réfléchir sur Skies and Crossbones? Donc, vous savez, c'est cette espèce d'univers un peu à la Pirates des Caraïbes avec des dinosaures, hein, pour la faire simple. Est-ce que je partirai pas sur quelque chose d'autre? Je ne sais pas. Je ne sais pas pour l'instant. Je pense que le plus probable, ce serait de continuer Versipellis. Ça, c'est sûr. Maintenant, je me ferme pas à l'éventualité d'avoir un autre projet qui se greffe là-dessus. Parce que pourquoi pas. En tout cas, ce serait... c'est sûr, mon objectif c'est faire les soumissions de l'Oiseau de Feu et commencer un nouveau projet, donc de préférence Versipellis ou et qui sait. Et mes objectifs toujours pour le dessin, essayer de retrouver le goût et le plaisir de dessiner, essayer de peut-être de recommencer à streamer parce que ça c'était aussi quelque chose que j'avais arrêté pour essayer de me reposer et me recentrer. Ça a été de pair aussi, je pense, avec mon trop-plein 2022 et j'ai eu besoin d'arrêter de streamer et donc revenir sur Twitch, ça peut être vachement sympa. Revenir au tradi aussi parce que pareil, 2023 ça n'a pas du tout été l'année du tradi du tout, je n'ai absolument rien fait en traditionnel, donc à l'encre, à l'aquarelle, etc. Donc j'aimerais bien m'y remettre, recommencer à remplir mes sketchbooks, recommencer à retrouver le plaisir dans tout ça, c'est vraiment mon objectif premier. Et pour le podcast, je pense que je resterai sur ces 2 épisodes par semaine plus l'épisode de Patreon parce que c'est un rythme qui me convient bien. Et voilà, je pense que pour l'instant, c'est un bon rythme que je me suis imposé et que j'arrive à suivre. Donc pour l'instant, tout va bien. Voilà, c'est la fin de ce bilan de ce End of the Year Tag. J'espère que ça vous aura plu. Il aura été beaucoup plus long. Je vois plus de 44 minutes d'enregistrement. Le montage va être super. Écoutez, en tout cas, je vous souhaite une très bonne fin d'année. Je pense que quand vous aurez cet épisode-là, ce sera déjà l'année prochaine. En tout cas, je vous souhaite une très bonne année 2024. J'espère que vous aurez passé de belles fêtes, que vous serez reposés et qu'on repartira du bon pied sur 2024. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Des bisous, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur mes réseaux ou 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Et si vous voulez engager une conversation, vous pouvez d'ores et déjà me trouver sur mes comptes personnels, Instagram, Twitter ou Twitch, sous le nom de Caudaléa, et sur le compte Instagram de ce podcast, Créativité, THE, ou tout sans accent, .podcast. Je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, créez avec passion. Bye!